Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Vous avez cliqué sur le lien de la vidéo, vous savez donc de quoi il s'agit. Nous nous retrouvons pour un vlog, mais pas n'importe lequel, un biblio-vlog. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'avez peut-être jamais regardé ce style de vidéo ou même vu ce style de vidéo. Il s'agit tout simplement d'un vlog au cours du mois où je vous parle de mes lectures au fur et à mesure. Et ces lectures, ce sont mes emprunts au Bibliobus, qui est un chouette petit service, même immense service. Donc c'est un bus, un camion rempli de bouquins qui vient en fait dans les villages de la province où j'habite et qui propose des livres à l'emprunt et c'est gratuit, donc on aime. Et voilà le butin de cette fois-ci au Bibliobus. J'ai eu quasiment tout ce que j'avais commandé et j'ai prolongé en fait des livres que j'avais déjà empruntés mais pas pris le temps de lire pendant mon congé du mois de décembre. Je n'ai en fait pris qu'un seul bouquin parce que j'ai fait le compte. Plus de 180 livres ici à lire à la maison. Là au moment où je vous parle j'ai déjà fait baisser un petit peu le compteur. Mais en gros l'objectif ça va être cette année de lire 12 livres par mois en moyenne. Pour arriver à un total de 120 lectures fin de cette année. Voilà mon objectif. Et y aller mollo sur les emprunts pour pas réaugmenter la pile à lire. Maintenant que ça c'est dit, attaquons le vif du sujet. J'ai pas tourné de bibliovlog au mois de décembre parce que c'était une catastrophe. J'avais emprunté plein de trucs au Bibliobus et sur Lirtuel que j'ai pas eu le temps de lire, mis à part un manga qui était mignon, c'est un dragon dans ma cuisine. Je vous mets quand même ici le visuel parce que même si c'est une lecture du mois passé, je voulais quand même en parler et garder une trace sur la chaîne. C'était tout mignon, c'était tout doux et je vais emprunter le deuxième tome. C'est une duologie, donc une fois que j'aurai lu le deuxième tome ce sera fini. On suit une artiste japonaise qui vient s'installer dans un pays de l'Est. On sait pas trop où c'est, donc dans les années 80-70, donc avant la chute du mur de Berlin et la chute du communisme. C'était mignon et c'est tout doux et on a cette jeune femme donc qui est quand même âgée d'une bonne trentaine d'années voire 40 ans qui veut suivre des cours de dessin et elle trouve un jour dans sa cuisine parmi les prunes qu'elle a achetées au marché un œuf et de cet œuf va sortir une bête mystérieuse et c'est l'histoire de leur amitié en fait. C'est tout mignon, voilà, c'est tout doux, c'est vraiment tout choupidou, je vous le recommande. Et l'autre livre que j'ai lu du Bibliobus c'était un pacte avec le roi elfe de Elise Kovac, donc je vous remets la couverture ici, je ne l'ai plus, je l'ai lu. Je vous en ai fait tout un fil sur Threads au fur et à mesure de ma lecture. Je pense que ça va faire rire pas mal de personnes. C'était une catastrophe de A à Z ce bouquin. D'ailleurs il figure parmi mes flops de 2023. Voilà, si vous voulez tout comprendre et pourquoi j'ai pas aimé, je vous conseille d'aller lire mon fil Threads ou alors d'aller regarder ma vidéo flop parce que je suis passée en long et en large dessus. C'est le moment où je passe à la présentation des bouquins que j'ai empruntés. Alors, dans ceux que j'ai empruntés, il y a Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine. Voilà, on a vu passer ce livre partout. Apparemment, c'est un livre engagé. Bien que j'ai vu sur Threads que ça faisait fureur parce que ça créait des débats sans fin parce que l'autrice a accepté une invitation par une chaîne de télé. Enfin moi je la connais pas parce que j'ai pas la télé et je suis pas française, mais apparemment de ce que j'ai compris la chaîne de télé est vachement problématique, même si vous n'aimez pas ce terme, en tout cas raciste, ça j'en suis quasiment sûre, enfin tout ce qu'on n'aime pas, et elle a accepté l'invitation pour parler de son bouquin et donc ça a fait plein de débats sur Threads. Je dis c'est bien d'avoir des convictions, mais parfois le fait d'aller promouvoir un bouquin auprès de gens qui ne vont pas l'acheter et de tendre la main ainsi, ça peut être une démarche intéressante. Donc voilà, moi je suis pas dans la tête de l'autrice, je la connais pas, j'avais emprunté le bouquin avant, j'en ai vu un grand bien, on en parlait en bien, donc écoutez je vais le lire, c'est du young adult, j'ai failli faire tomber tous les bouquins et ça va se lire assez vite, quoique là en voyant les écritures c'est quand même écrit petit et serré pour un young adult.
Donc on va voir ça. Je vous en fais pas le résumé maintenant, mais en même temps je pense que ce livre n'a pas besoin de résumé, hein, c'est de la dystopie, young adult comme on aime. Et je vous en parlerai en fait au fur et à mesure de ma lecture. Donc je reprendrai la caméra durant le mois avant de rendre ces bouquins au bibliobus. Voilà, donc ça c'est un. Je vous en parle maintenant, c'est le livre de Ilan Pappé, ou Pape, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le nettoyage ethnique de la Palestine. J'ai emprunté ce livre puisque vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux que la maison d'édition a été rachetée par un monsieur blanc cis hétéro, la vieux raciste. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce monsieur, ça m'intéresse pas. Et donc ça ne correspond pas à ses idées, donc il a décidé de censurer sa maison d'édition et de ne plus rééditer ce livre. Donc il est en rupture de stock. Donc pendant quelques jours on était là en mode faut se procurer le livre, allez faut l'acheter et ainsi de suite. Et heureusement de ce que j'ai vu, une autre maison d'édition a racheté les droits et va le publier. Moi entre temps je me suis dit je vais pas l'acheter parce que pas de sous, parce que ceci, parce que cela. Par contre je vais me le procurer et le lire, et je suis en train de voir que là derrière c'est traduit de l'anglais par Paul Chemla, donc c'est pas du tout un auteur francophone comme je le pensais. Donc voilà, ça va être ma lecture engagée, politique et tout ce que vous voulez pour faire le taf et un peu mieux comprendre le conflit. Honnêtement, le conflit israélo-palestinien, je l'ai étudié à l'école, je l'ai étudié quand j'étais en réto, comme on dit en Belgique, donc en secondaire. Alors ça commence à dater, hein, ça fait plus de 20 ans maintenant, mais j'en garde un assez bon souvenir, et honnêtement ma prof nous avait bien armés pour comprendre ce conflit. Qui était encore à l'époque un conflit et clairement un début de nettoyage ethnique, et c'est pour ça en fait qu'on ne l'avait pas abordé sous cet angle là. Donc ça m'intéressait énormément d'avoir l'avis et l'analyse d'un historien, et je vois qu'ici c'est un historien israélien, donc c'est vachement intéressant. Je pensais que c'était un Palestinien ou quoi, mais non. Donc je vois que Ilan Pappé est l'un des nouveaux historiens israéliens, connu pour sa critique des politiques d'Israël à l'égard des Palestiniens. Parmi ses ouvrages traduits en français, La guerre de 1948 en Palestine, Aux origines du conflit israélo-arabe, et Une terre pour deux peuples, histoire de la Palestine moderne, qui a été publié en 2004. Donc voilà, c'est super intéressant je trouve et je vais me renseigner et vous en parler avec pas grand plaisir, parce que cette actualité est juste dramatique. Passons maintenant à une lecture plus folichonne. J'avais envie de dire plus folichonne, mais non en fait. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Je l'ai dans cette édition qui n'est pas une collector, il n'y a pas de carte, ce qui me gêne. Alors je l'ai commencé en lecture commune, je l'ai sorti de ma palle parce que une de mes abonnées qui a un compte Booktube, donc je la suis également, je vous recommande son compte, c'est Azabooks sur Instagram, voulait le lire et on me dit vas-y, je l'ai dans ma palle, je l'ai emprunté, donc il faut que je le lise vite, vas-y on le commence. Je l'ai donc commencé dimanche soir et je suis arrivée au chapitre 9, au début du chapitre 9, mais sans aucun problème, ça se lit crème. Voilà, donc là je peux commencer à vous parler du résumé du bouquin. En fait on va suivre Lara, qui est une princesse d'une contrée, d'ailleurs je sais plus comment elle s'appelle, Maridrina, voilà. La contrée c'est Maridrina. En gros c'est un immense désert, et donc elle a été retirée à sa mère au harem quand elle avait 5 ans pour être mise dans un oasis à l'écart avec toutes ses demi-sœurs, donc les filles du roi, hein. Là en fait elle a été entraînée au combat, à toutes les techniques de meurtre et ainsi de suite, parce que le roi destine une de ses sœurs ou elle à un mariage arrangé avec le roi Aren, et c'est le roi d'Itikana, la contrée ennemie de Miridrana. Oui, ça fait beaucoup de noms. Donc en gros Lara va être choisie ou pas parmi ses sœurs pour épouser ce roi là, et qui est le roi en fait de multiples petites îles répandues dans l'océan, et ces îles en fait sont traversées par au-dessus, on va dire par comme ça, au-dessus des îles il y a un pont qui flotte, le pont des tempêtes, et ce pont permet de relier en fait toutes les cités toutes les contrées entre elles, et donc la richesse d'Itikana c'est de posséder ce pont et d'avoir la main mise dessus pour pouvoir prélever de gros impôts et ainsi survivre.
Et du coup, le roi de Méridrana, lui, il est pas content parce que ça l'appauvrit très très fort et que son peuple crève de faim. Voilà, c'est ça qui est dit au départ de l'histoire, dans ces premiers trucs-là. Et donc, on va suivre Lara qui va tout faire pour intriguer et être celle qui va être choisie pour épouser le roi Arène. Donc, ça se lit super bien. La plume est efficace de chez efficace. On est sur de la romantaisie, hein, très clairement. Et là, je disais à Camille, hein, à Zabooks, il y a quand même, enfin, il faut le prendre comme une romantaisie et pas aller plus loin. Au début, j'étais là en mode, il y a un lien à faire avec le conflit israélo-palestinien et le nettoyage ethnique qui a lieu en ce moment. Et puis plus j'avance, plus je me dis non, c'est de la romantaisie basique, ne va pas chercher plus loin. L'autrice n'a pas voulu aller plus loin, à mon avis, que cette tension entre la princesse et le roi. Et puis bon, quand l'épouse, elle devient la reine d'Itikana. Mais on sent que voilà, qu'il y a quelques faiblesses dans le récit, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Elle est déterminée à soutenir son peuple, elle est déterminée donc à anéantir le roi ennemi. Mais bon, il y a une tension entre les deux. Et en même temps, voilà, du point de vue politique, il n'y a rien qui se tient. Et donc c'est pour ça qu'il faut le prendre comme une romantaisie et pas comme une fantaisie. Hyper bien travaillé, genre Game of Thrones, genre The Witcher, genre l'Assassin Royal. Voilà, on n'aura pas ça dedans. Bon, écoutez, si déjà je peux passer un bon moment en lecture rapide dans cet univers, ça me plaira. Mais ce sera pas un coup de cœur comme ça allait pour énormément de monde. Je comprends pas trop pourquoi Brajlon s'est engouffré dans la romantaisie. Enfin si, c'est marketing quoi, mais c'est les spécialistes de la high fantasy, de la fantasy et de la science-fiction, même en francophonie. Et c'est peut-être un peu dommage de se répandre, de s'éparpiller, etc. L'appel du marketing a été plus fort. Honnêtement, donc je suis contente de l'avoir loué au Bibliobus. Le livre a déjà été lu et relu, hein, il est plus vraiment en super bon état. Il y a des taches sur les côtés. Par contre, ce que je comprends pas, donc c'est pas une version collector. Bon, ok, c'est beau, hein. Ça aurait coûté quoi de mettre la carte dedans? Je ne comprends pas. Il n'y a pas la carte. Et honnêtement, heureusement que Camille m'a envoyé la photo de la carte parce que je visualisais pas bien du tout le truc, quoi. Et alors, dans ce que me faisait remarquer Camille, elle me disait c'est ridicule ce mariage entre deux nations, entre guerriers là au pied du pont avant qu'elle ne soit emportée dans sa nouvelle nation. Il n'y a pas de faste et ça, politiquement, en fait, ça ne fonctionne pas. Quand deux nations s'associent par mariage, il faut que ça en jette et il faut que le peuple y croie, il faut que les nations y croient. Donc, ça n'avait pas beaucoup de sens et ça, j'étais d'accord avec son analyse là-dessus. Donc, bref. Ah oui, et aussi, c'est public averti, hein, parce que déjà là, dans les 8 premiers chapitres, il y a de la tension sexuelle et elle se retrouve nue dans la chambre de l'autre. Il se passe rien, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, la bibliothèque où il a été emprunté a bien mis un autocollant en plein milieu, hein. Ça gâche la couverture, mais biblioludothèque pour la ville d'Arlon, il est marqué adulte, donc c'est pas à offrir à votre petite nièce de 14 ans, hein. Sachez-le, ou alors vous en faites une lecture accompagnée avec cette personne et voilà. Ah oui, et alors le truc qui me fait rire beaucoup, c'est que j'ai commencé à lire, j'ai refermé le bouquin et j'ai vu qui a les avis de deux autrices, Jennifer L. Armentrout. Personnellement, c'est pas ma préférée, je l'ai déjà lu, mais c'est pas ma préférée. Et Elise Kova, dont je vous parlais juste avant, qui dit une aventure trépidante, passionnée au cœur d'un fascinant univers. Déjà, la traduction est nulle, hein, c'est d'un univers fascinant. Et donc oui, c'est l'autrice d'un Pacte avec le roi elfe que j'ai pas du tout aimé. Donc ça s'annonce pas très bien cette lecture. Enfin, je pense que ça s'annonce mieux qu'un Pacte avec le roi elfe, mais ce sera pas non plus voilà, un coup de cœur. Donc bref, je vous abandonne donc avec ces 3 bouquins. Je m'en vais les lire. D'ailleurs ce soir je stream, on est mardi soir quand je vous tourne cette séquence, donc je vais lire ce bouquin et voilà, j'espère l'avoir fini d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi, que je le traîne pas plus longtemps parce que là le mois est déjà bien entamé, donc j'en ai encore 2 autres à lire et j'aimerais bien les rapporter au Bibliobus et ne pas en reprendre, sauf ceux que j'aurais réservés entre temps. Rebonjour. Pour
ce vlog, ce bibliovlog, c'est pour moi seulement la deuxième fois que je filme, donc je sais plus où j'en suis. Bon, c'est la deuxième séquence de toute façon. Donc je viens vous parler du Pont des Tempêtes que je viens de terminer à l'instant, ce 27 janvier à 12h57. Je vais pas m'éterniser très longtemps parce que j'ai la dalle, j'ai reporté mon heure de table pour finir le bouquin. On va tout de suite mettre les choses au clair. On est sur le premier flop de 2024, voilà, ça n'a pas tardé. Honnêtement, le bouquin est pas si mauvais que ça, mais il y a un gros souci de choix d'édition par Brajlon. C'est une maison d'édition avec plusieurs collections. Ils ont donc Brajlon, ils ont Milady, ils ont Hauteville. Je pense qu'ils ont encore un autre. Castlemore, c'est possible que ce soit eux. Si j'ai bien tout suivi. Et donc je ne comprends absolument pas pourquoi ils n'ont pas publié ce bouquin chez Milady. Parce que si j'avais emprunté ce livre en étant publié chez Milady, j'aurais eu des attentes beaucoup moins hautes. J'aurais pris le livre avec d'autres attentes, ouais, j'aurais eu une autre attitude face à ma lecture. Qu'ici, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce livre fait publier chez Brajlon, qui est quand même l'éditeur phare de fantasy en francophonie, à mon sens. La particularité de ce monde, c'est que ben, y a Maridrina, qui est une terre désolée parce que le royaume est constitué d'un désert. Et ce désert est séparé du continent, on va dire ça comme ça, par une mer où des tempêtes et des typhons font ravage. Je peux pas vous montrer la carte parce que dans cette édition, il n'y a pas de carte et c'est bien un gros défaut du bouquin aussi, de l'éditeur. Entre Méridrina et les autres royaumes au nord, il y a une mer et dans cette mer, il y a des îlots. Et en fait, ces îles composent le royaume d'Itikana qui est surplombé par un pont. Voilà, un pont fermé, c'est comme s'il y avait un gros tuyau, si j'ai bien compris, au-dessus des îles, suspendu au-dessus des îles. On ne sait pas qui a construit ce pont, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est ce qui fait la richesse du royaume d'Itikana, parce que ça permet d'acheminer des denrées, de traverser la mer, même partant de tempêtes. En gros, voilà. Tu peux dire génial comme univers, ça va être trop bien et tout, sauf que le truc est pas bien construit du tout. Mais bon, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Bon, d'abord, la plume de l'autrice est ultra méga simple. C'est efficace, hein. T'as envie de tourner les pages, ça se lit hyper rapidement. Franchement, chaque fois que je prenais le bouquin, j'arrivais à lire une dizaine de chapitres en 2 temps 3 mouvements. Ça se lit hyper vite, hyper rapidement. Donc en ça, le style est efficace. Mais alors, c'est un style pauvre. Rien de bien particulier, rien de bien notable. C'est une plume comme il en existe tant d'autres, honnêtement, voilà. Il n'y a pas à dire, c'est là qu'est la marque de fabrique de l'autrice. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les personnages. Alors, on se concentre surtout sur Lara et on a quelques chapitres du point de vue de Aren, qui est en fait un bon gars, sans plus. Il est insipide, ce roi, tellement il n'y a pas de background en fait. Elle a voulu écrire un book boyfriend, l'autrice, et donc voilà, il est sympa, il est respectueux, il est beau, il est talentueux, respectueux de sa femme, il l'aime, il tombe amoureux d'elle. Et toi t'es là, dit comment tu tombes amoureux de cette femme qui ne se dévoile absolument pas? On ne sait pas, donc bref, tu n'y crois pas un seul instant, mais ça fera saliver les lecteurs et les lectrices, donc voilà, je comprends. Je me suis dit, c'est efficace, elle a trouvé la méthode, hein. Et puis on a Lara, qui, là je suis colère parce que, en fait, les 2 premiers chapitres, tu dis, ah ouais, putain, c'est une femme badass et tout. Moi je me suis dit, ouais, c'est Mia Corveret, quoi. Voilà, c'est sa jumelle, mais dans un autre style, plutôt oriental, etc. Bon, bah voilà, ok. Et je dis oriental parce que ça se passe dans un désert et donc moi j'attendais quand même à avoir un peuple un peu inspiré de la réalité ou quoi, mais non, pas du tout. Voilà, c'est une femme blonde aux yeux bleus. Voilà, aucun intérêt, quoi, j'ai envie de te dire physiquement, mais bon, voilà. C'était l'occasion de mettre un petit peu de diversité, ça n'a pas été fait, on peut déplorer ça. Et donc Lara est vraiment décrite comme une femme badass parce que le premier chapitre et le deuxième chapitre peuvent vous retourner le cerveau. Mais alors, pour la suite, elle fait que chouiner tout
tout le reste, elle fait que chouiner tout le reste du bouquin, j'ai trouvé. Elle se laisse balloter par les événements parce qu'elle se retrouve dans un royaume de la mer, donc ils doivent tout le temps prendre des bateaux, etc. C'est sa grande peur parce que elle sait pas nager. Mais je vous dis, en quoi est-ce qu'elle prend son destin en main? Je ne sais pas. Je l'ai trouvée très boudeuse, très transparente et très chiante, en toute honnêteté. Et je vous dis, je ne comprends pas comment Arryn peut tomber amoureuse d'elle. Et elle, comment elle peut tomber amoureuse non plus de Arryn, parce que il y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et s'il n'y a pas grand chose, c'est parce que en fait la temporalité de ce roman est mal foutue. C'est censé se passer sur des longs mois, quasiment sur 1 an, voire 2, j'ai l'impression. Mais en fait, on n'a pas suffisamment d'indices sur la temporalité, donc tout paraît aller trop vite et très vite. Et alors, on est perdu sur la temporalité, mais alors sur la géographie, je pense que ça va mieux pour les gens qui ont l'édition collector, parce que là, vous avez une carte et donc on peut un peu mieux se rendre compte des choses. Mais moi, je suis désolée, espace-temps. Ils se rendent sur des îles en 2 temps 3 mouvements. Tu te dis quoi? Il y a 1 heure qui est passée là, ou un jour, on n'en sait rien en fait. Combien de temps a pris le voyage, on n'en sait rien. Et donc, ça n'aide pas à prendre la valeur des choses et se dire comment certaines attaques sont possibles et ainsi de suite, certaines actions militaires. Bon, clairement, c'est pas là qu'elle propose. C'est moi qui ai voulu aller chercher trop loin, mais purée, c'est publié chez Brajlon. Donc moi, j'ai envie d'un univers hyper bien abouti, hyper bien travaillé, et ça ne l'est pas. Et la preuve, en fait, c'est que les personnages, ils boivent du café. C'est un univers inventé, c'est un univers de fantaisie. Ça veut pas nous inventer une plante ou quoi? Enfin bref, voilà. J'ai pas compris. Il y a des personnages qui sont introduits mais qui font juste figuration. Il y en a une, la grand-mère du roi Arryn. On insiste fortement sur elle. Ça a l'air d'être un personnage avec un background de fou furieux. On la voit 2 chapitres. Basta. Et puis après, on la mentionne 1 fois. T'es là, tu dis mais what en fait. Donc voilà, honnêtement c'est pas si catastrophique que ce que je vous en dis. Je comprends que ça plaise à plein de gens, mais quand tu vois la hype qu'il y a eu autour de ce roman, quand tu vois qu'il est publié chez Brajlon, et c'est ça en fait, tu dis bah non les gars en fait, non. Donc je suis très contente de l'avoir emprunté au Bibliobus et non pas acheté. Est-ce que j'ai envie de lire le tome 2? Pas tant que ça. Mais peut-être que s'il me passe entre les mains, s'il me tombe entre les mains, je le lirai pour avoir le final. Mais honnêtement, détournez-vous de cette saga. Il y en a plein d'autres qui sont vachement mieux que le Pont des Tempêtes à mon sens. Donc voilà, c'est pas une grande réussite. Je suis désolée d'autant taper sur ce livre, mais je voulais vous expliquer pourquoi selon moi il n'y a rien qui va, tout comme l'éclairage de cette vidéo, la luminosité de cette vidéo. Mais bon écoutez, on est au mois de janvier, il y a du soleil, on en profite hein. Donc voilà, pas fifou. Et honnêtement je l'ai lu en lecture commune avec Asa Books. Franchement on s'est soutenus, mais on a eu le même avis toutes les deux. Il n'y a rien qui va. C'est pas aussi pire qu'un pacte avec le roi elfe du précédent bibliovlog. Mais mon dieu, on est un petit peu au-dessus, mais pas tant que ça non plus quoi. Et à nouveau, si ça avait été publié chez Milady, je l'aurais pas autant descendu. Comme quoi ça a de l'importance, la ligne éditoriale d'une maison d'édition. Et je comprends pas ce qu'ils ont foutu à publier cette romantaisie. Honnêtement, c'est un young adult, mais avec des scènes de fesses, donc ça peut pas être publié en tant que young adulte, mais ça vaut pas plus. Les intrigues sont hyper simples, hyper vulgaires et grossières, c'est grossier, c'est mal fait, voilà, il n'y a aucune subtilité. Ça retourne absolument pas le cerveau du lecteur. Moi j'étais là, mais on voit les trucs arriver en plein. Il y a un moment, il y a une trahison, et t'es là dit, mais bien sûr que c'est ça qui va se passer. Et ça fait 15 chapitres que j'ai trouvé que c'était ça qui allait se passer. Et donc à un moment donné, t'es là, tu dis, mais what quoi. Alors je comprends totalement qu'on n'ait pas tous envie de se casser la tête sur des grosses pavasses comme avec Robin Hobb, comme avec George Martin et son trône de fer, ou comme avec The Witcher, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lever un petit peu le level et attendre que le lecteur fasse quand même du taf quoi, voilà. Dernière chose, donc il y a une scène de fesses. C'est la scène de fesses parfaite, vous voyez, tout se passe bien, voilà.
C'est tellement cliché aussi ce truc là. Moi j'aime les scènes, j'aime bien les scènes olé olé, les scènes caliente, les scènes pimentées, mais qu'on mette un petit peu de réalité là-dedans plutôt que de nous sortir le truc vu et revu 10 000 fois et voilà quoi, voilà. Ça me fait penser aussi, dernier truc, dernier bémol, dans cet univers où il y a plein de nations différentes avec des cultures différentes, ils parlent tous la même langue. C'est la preuve, non, quand même. T'as des royaumes différents, mais ils parlent tous la même langue. C'est la preuve qu'en fait le truc n'est pas abouti et qu'il fallait juste écrire un enemies to lovers avec une espèce de tension sexuelle dans laquelle on ne croit pas du tout. Enfin bref, je suis déçue de cette lecture. Je pense que je vais arrêter là parce que ça fait 12 minutes que je vous cause et que je descends le bouquin. Je pense que vous avez tout mon avis en long et en large et que vous aurez compris que je passe mon tour pour le deuxième tome. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Je vais pas lire là tout de suite la suite de ce que j'ai du Bibliobus. Je vais me pencher sur d'autres lectures pour me remettre et voilà. Comment ça va vous? Nous sommes le 10 février. C'est samedi et j'ai fini le week-end passé. Absolu. Les Mobilisés. Donc c'est le tome 1 des Mobilisés de Margot. Non, c'est le tome 1 de Absolu. Et le sous-titre c'est Les Mobilisés, donc c'est le titre de ce tome de Margot Dessen que j'ai toujours emprunté au Bibliobus donc. Et je vous ai pas fait le retour pendant cette semaine. C'était une semaine à 100 à l'heure et comme on avait eu les portes ouvertes à l'école, ben, j'avais manqué de temps pour préparer mes cours. Donc dès que j'étais à la maison, eh ben, je devais vite préparer, m'assurer que tout était en ordre, etc. etc. Donc voilà, je vous viens enfin pour vous parler de ce roman. Honnêtement, ça se lit très bien, c'est très rapide parce que je l'ai commencé le jeudi ou le vendredi soir, je ne sais plus exactement, et je l'ai eu terminé le dimanche au soir. Donc il fait quand même un peu plus de 500 pages. C'est du young adult. Honnêtement, c'est pas mon livre préféré, ça passe, c'est bien. Je comprends pourquoi les gens aiment bien, mais c'est pas ma came. J'ai l'impression d'être un petit peu passée à côté. Je m'étais mise des idées en tête parce que j'avais pas bien lu le résumé, parce qu'il est super long, donc je voulais éviter les spoilers. Et donc j'avais évité aussi de regarder les avis spoilants, mais j'avais vu pas mal de personnes dire sur les réseaux que c'était trop bien, et ainsi de suite. Et puis ben, au moment où j'ai emprunté le livre, où je l'ai reçu, parce que j'avais demandé avant, il y a eu un shitstorm pour Margot Dessen parce qu'elle a été faire la promo de son livre sur une chaîne si j'ai bien compris d'extrême droite, n'étant pas française. Moi c'est une chaîne que je ne regarde pas, je vois passer de temps en temps des scandales etc, mais j'en sais rien, j'ai jamais regardé, donc je peux me fier que à ce que disent les gens. Et avec ce qui m'arrive ce week-end j'ai tendance à remettre beaucoup en question ce que disent les gens, vous voyez, donc voilà. Mais bon, bref, pour en revenir au livre, si vous savez pas, je fais un bad buzz sur Threads, ça va se calmer, ça va se calmer. Je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, ce sera fini, croisons les doigts, ou alors je disparaîtrai de la circulation, et vous saurez que voilà. Donc, bref... C'est le mythe du Minotaure revisité. On est dans un futur relativement proche. Je dirais qu'on est peut-être 50 ans, 70 ans plus loin que notre époque actuelle en Europe, à Varsovie. Et la situation a bien changé. On sent en fait qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas trop quoi au début, mais qui fait que les gens ont dû quitter la ville, vivre dans des îlots, etc. Et que la jeunesse en fait est consignée, on va dire ça comme ça, et mobilisée dans une armée. On va rencontrer donc Prime, le personnage qui est là, et sa meilleure amie Johanna, qui étudient en fait pour servir la société. Prime, son rêve c'est d'être instructeur pour sa section, donc tout ce qui est combat et ainsi de suite. Et Johanna, elle veut être soigneuse, médecin. Donc la société est divisée vraiment en différentes catégories. J'ai reposé le livre parce que c'est un peu lourd. Elle est divisée en différentes catégories et apparemment vous, si j'ai bien compris, vous choisissez pas. On vous dit ben voilà, c'est ça que tu dois faire et ainsi de suite. Et arrivé à leurs 21 ans, donc il y a une cérémonie qui désigne tout ce qu'ils vont faire, en fait à quoi ils vont consacrer leur vie par la suite.
Donc ben voilà, on sait que Prime, il veut instruire les futurs guerriers de sa nation, et Johanna, sa meilleure amie, elle veut soigner les gens et faire de la recherche surtout en fait. Elle est soigneuse, je sais pas comment il faut dire, mais surtout elle fait de la recherche sur les vaccins et ainsi de suite. Et on entend donc qu'il y a eu un gros drame et qu'il y a une partie en fait des jeunes qui vont être mobilisés pour aller dans la zone. La zone, on se rend vite compte que c'est l'ancienne Varsovie, qui est circonscrite autour d'un mur totalement impénétrable, avec des portes qui ne s'ouvrent qu'une fois l'an, justement pour envoyer une centaine de soldats, de guerriers, mais pas seulement, de jeunes, pour aller tuer la chose qui rôde à Varsovie. Au début on sait pas trop ce qu'est cette chose, je sais pas si on vous le spoil, etc. Mais voilà. Et donc il y a eu déjà 19 générations qui ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Et donc on s'en doute bien, hein, après les 2 premiers chapitres, Prime et Johanna sont mobilisés, et donc leur rêve s'écroule. Alors ils sont bien endoctrinés, donc ils ont quand même du mal, enfin ils voient que c'est un grand honneur, mais ils ont quand même du mal à dire adieu à leur rêve, mais bon c'est comme ça. Et donc ils y vont dans cette zone où sans surprise, les gens qui ont été envoyés dans la zone se tapent sur la gueule. Voilà. Donc il y a 3 factions, on va dire ça comme ça. Et le but, c'est de prendre le pouvoir dans cette zone, survivre, en sachant qu'il y a une espèce de maladie qui rôde et qui influe le mental des gens, etc., etc. Alors quand ils entrent dans la zone, Prime et Johanna rencontrent un 3e personnage, Edward, qui est là. Et qui lui en fait il se destinait à la diplomatie parce qu'il est super talentueux en langue, etc., etc. Donc ça va être leur histoire dans cette zone. Alors je n'ai jamais lu le Labyrinthe, mais on est plus ou moins sur quelque chose de similaire, j'ai l'impression. On est très dans une vague Hunger Games à nouveau, voilà, c'est dystopique, hein, c'est ce qui se faisait il y a encore quelques années. Après il y a un petit vent frais dessus parce que c'est à la sauce française, francophone. Moi j'ai quelques bémols quand même sur le bouquin, j'ai pas compris l'alternance des points de vue. Donc au début on a Prime et Johanna, donc ça s'explique totalement, c'était pour moi chouette et je comprenais. Puis quand Edward arrive, voilà, on va avoir le point de vue de Edward. À chaque fois le chapitre commence comme ceci en fait, donc vous avez le nom du personnage, le titre, enfin le numéro du chapitre, ici c'est le prologue, et puis le titre du chapitre. Et par contre plus j'avançais dans ma lecture, je comprenais pas, il y avait des personnages secondaires dont on avait le point de vue et je comprenais pas, j'étais là mais pourquoi est-ce qu'on a le point de vue de ces personnages là? C'est utile sans l'être. Moi tu me mets des 3 personnages principaux, c'est ceux-là que je veux suivre de A à Z, ou alors tu mets un narrateur omniscient. Et c'est ce qu'on n'a pas, et donc je pense que là il y a eu un défaut de choix de narration, parce que voilà. Et alors en plus de ça, quand c'est ces personnages secondaires qui prennent le relais pour raconter leur récit, c'est toujours à des moments charnières où Prime est dans l'action et c'est super important pour la suite de l'histoire, et on n'a pas son ressenti. Et donc du coup l'effet que ça a eu sur moi, c'est que j'ai trouvé Prime d'un agaçant à souhait, parce que tout le monde dans ses amis et dans les gens qu'il côtoie vont être en mode il est trop bien, il est trop génial, faut qu'on lui fasse confiance, en gros c'est l'élu quoi. Mais l'élu qui est super essentiel, super important, et t'as jamais son point de vue, ou enfin si tu as son point de vue, mais jamais à des moments décisifs d'action, pour qu'au final la résolution ne vienne pas de lui. Le sauveur c'est pas lui. Voilà, j'ai spoilé mais je vous dis pas qui. Donc voilà, ça c'est un truc, un bémol qui m'a gêné. Je pense que l'autrice a choisi ça pour une certaine raison, mais moi je suis passée à côté de cette raison en toute honnêteté. Donc voilà, sachez-le. Le deuxième bémol, j'ai pas eu d'explication. La présence du latin est... en tout cas, il y a eu des mini-explications qui m'ont pas convaincue. Donc la société est toute retravaillée, c'est pas du tout la société qu'on connaît, c'est une autre organisation, et toutes les factions qui existent dans la société ont des noms en latin. Mince, comment on dit ça, c'est pas la ritournelle,
la devise, voilà, de la société de Hérite. Donc déjà, c'est pas le royaume, mais la société, enfin, la république ou je sais pas trop quoi. C'est pas une république, honnêtement, c'est pas une république. C'est une dictature, ce truc. Une dictature militaire. Donc ça s'appelle Hérite, ça vient du latin. Et t'es là, pourquoi? On est à Varsovie, on est en Pologne. Donc d'où est-ce que la Pologne va choisir du latin pour se relever et créer quelque chose de nouveau après l'éradication de Varsovie? Donc ça, j'ai pas compris. Et le latin est super important dans la résolution de ce premier tome. Et ça tombe de nulle part, surtout dans un futur plus ou moins proche où c'est l'anglais qui est... Enfin, on le voit à l'heure actuelle, c'est l'anglais qui domine tout, absolument tout, dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'IA et de l'AI et ainsi de suite. Et donc là, je n'ai absolument pas compris ce choix. C'est très chouette hein, pour la latiniste que j'étais. C'est très chouette si ça permet de donner des envies de latin et d'étudier le latin à certains jeunes qui lisent le bouquin. Mais moi, les explications qui ont été avancées ne me suffisent absolument pas. Donc voilà, c'est un gros bémol pour moi, qui m'est vraiment personnel. Et je pense que voilà, les gens qui liront le bouquin vont pas chercher midi à 14 h comme moi sur les langues. Je rappelle que je suis prof d'anglais et de néerlandais, que j'ai fait 5 ans de grec, 6 ans de latin quand j'étais en secondaire. Donc forcément, il y a un background chez moi assez présent, qui fait que si tu me convaincs pas sur l'utilisation de ta langue dans ta dystopie ou dans ta romance, dans ta romantaisie, comme c'est le cas pour Le Pont des Tempêtes, hein, voilà. C'est vraiment des bémols qui me sont personnels, donc je comprends en effet que le livre plaise. Il y a de la diversité quand même dans le bouquin, ça c'est à souligner. Ce que j'ai moins aimé, je pense que ça c'est la faute de l'éditeur ou c'est ma faute, je sais pas d'où ça vient. J'ai eu trop d'attentes. En fait, comme les personnages sur la couverture ce sont 2 garçons, qu'on parlait en bien du bouquin, diversité, etc. Je dit qu'il allait avoir un truc entre deux. En fait, pas du tout. Donc il n'y a pas de romance. En tout cas, à la fin, il y a une romance comme ça qui commence à arriver. J'étais là. Il y a une grosse différence d'âge quand même, non? Enfin, je suis pas sûre parce que c'est pas clair, c'est pas suffisamment expliqué dans le bouquin. Mais voilà, il y a de la représentation, c'est pas un livre avec que des personnages valides, donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a des personnages de couleur, hein, comme je vous dis, même si ça se passe en Pologne et ainsi de suite. Bah oui, la société est multiculturelle, donc voilà, il y a ça, il y a une attention qui est faite à ça. Sachez que sur le 2e tome aussi, sur la couverture, c'est ça qui m'a mené trop loin. Ben, c'est 2 personnages féminins qui sont c'est dans la même posture qu'ici, sauf qu'on est plutôt sur du violet et ainsi de suite. Donc voilà, moi je m'étais mis en tête que ça allait être peut-être quelque chose, un roman LGBT ou quoi. Là pour le moment pas du tout. Pas du tout, on en est très loin. Justement, l'homosexualité est condamnée dans cette société. Donc voilà, sachez-le. Ben voilà. Sinon, je crois que je vous ai tout dit sur mes bémols et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, ça se lit, hein, ça se lit super rapidement. Je vous ai dit, je l'ai lu en 4 jours. La plume est efficace et mes 2 bémols me sont totalement personnels. Donc faites-vous votre propre idée sur Absolu, Les Mobilisés et sur l'autrice quoi. Voilà. Je dois dire que si je tombe sur le tome 2 et que si j'ai bien fait diminuer ma palle, je l'emprunterai très certainement, mais pas tout de suite. C'est pas non plus ma cam. La dystopie, ça n'a jamais été non plus ma grande amie. Je crois que j'ai été traumatisée par la lecture obligatoire de 1984 quand j'étais en secondaire. Je pense que si je l'avais lu de mon côté, voilà. Quoi, je suis en train de vous dire que la dystopie c'est pas mon truc, mais je suis en train d'en lire une en audio, Métro 2033. Donc si en fait, je crois que c'est mon truc. J'en sais trop rien. Vous aurez des nouvelles quand je vous donnerai mon avis sur Métro 2033. Donc voilà. Il y a les livres qui sont listés ci-dessous. Ah oui, il n'y a plus de lien affilié parce que devinez quoi, je suis très fière de vous. Je vous ai mis pendant 1 an des liens affiliés et vous avez cliqué dessus mais vous n'avez jamais acheté sur Amazon. Donc voilà, donc Amazon me raye de son programme affilié.
Et je tiens à vous remercier pour ça, merci beaucoup, parce que c'était vraiment un dilemme pour moi de mettre ces liens affiliés sur Amazon. Vous savez, hein, j'ai des valeurs, j'essaye de ne pas promouvoir ce truc. Donc vous aurez un lien, en tout cas vous aurez le livre listé. Est-ce qu'il y aura un lien Mystère et boule de gomme? Mais passez chez votre petit libraire indépendant s'il vous plaît pour acheter les bouquins ou en bibliothèque pour les emprunter. Voilà, j'en ai fini avec mes lectures du Bibliobus. Il me reste un livre à lire. Mais c'est pour ce mercredi, je n'aurai pas le temps à mon avis de le commencer, donc je vous en parlerai plus longuement, en long et en large dans le prochain bibliovlog. C'est une lecture politique, c'est un essai et c'est une lecture à mon avis essentielle vu les circonstances actuelles du monde. Donc voilà, suivez le prochain bibliovlog, je vous en parlerai avec grand plaisir. Et du coup, ben, je termine ici ce bibliovlog qui n'aura peut-être pas été aussi long que les précédents pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre ici, également sur Twitch, également sur Instagram. Je vous remercie pour votre bienveillance toutes ces dernières années. Je me rendais pas compte à quel point vous étiez absolument géniaux. Je le savais, mais là, je viens d'avoir la preuve par A plus Z en le vivant. Vous êtes incroyables de gentillesse, de bienveillance. Surtout, ne changez pas. Et voilà, continuez à répandre des bonnes vibes autour de vous. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!